En 30 ans, et surtout depuis la fin de la conscription en 1997, la taille de nos forces armées a fondu comme neige au soleil. On a un modèle d'armée complet, comme on dit, j'appelle ça dans mon livre un modèle bonsaï, c'est-à-dire d'un arbre. Il y a tout d'un arbre, mais c'est petit. Aujourd'hui, la totalité de la force opérationnelle terrestre, soit 77 000 hommes et femmes, tiendrait à l'aise dans le Stade de France. Sa capacité de projection, c'est-à-dire le déploiement de soldats entièrement équipés sur un champ de bataille, est de 15 000 hommes maximum, à peine une division. Et sans doute guère plus d'une semaine, compte tenu des stocks de munitions. Constat un peu inquiétant. Masha Kondakova, l'Ukraine s'interroge, bien évidemment, sur la suite. Bien sûr. La France s'interroge aussi sur l'orientation politique qui sera donnée, bien sûr, à l'issue de ces élections. Et puis, on s'interroge sur notre capacité, tout simplement, à résister à une crise. On est à un moment critique, charnière. Je dois vous dire que quand j'étais en Ukraine, il y a encore une semaine, je me souviens quand je suis arrivée, monsieur le président Macron, il a annoncé par rapport de livraison des avions de Mirage. Et je me souviens de la réaction des Ukrainiens qui ont dit, oh, en tout cas, dans mon cercle, c'était une adoration, c'était une manière de dire, oh, c'était inattendu. Donc les décisions qui ont été prises, le discours que monsieur le président a tenu, étaient très rassurants pour les Ukrainiennes. Aujourd'hui, je pense que aussi certains Ukrainiens, ils attendent le discours de monsieur le président de demain, certainement. Oui, de ce soir en tout cas, parce que demain, probablement, 14 juillet, il n'y aura probablement pas d'intervention. Patrick Haufort, une armée bonsaï, vous qui êtes directeur de l'Agence de l'innovation de la défense, et vous travaillez sur ces innovations qui sont une grande valeur ajoutée, sans forcément être spectaculaires en termes de chiffres. En tout cas, on parle d'hommes déployés, de munitions disponibles. C'est un constat qui est public aujourd'hui et qui inquiète forcément les Français. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui pour les rassurer ? Tout d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Le format des forces armées, il est complètement transparent, il est affiché, il correspond au choix de la représentation nationale et du chef des armées et aux missions qui ont été confiées aux armées. Après, ce format, il est réinterrogé et surtout les moyens associés aux hommes qui constituent nos forces sont là également très très soutenus. La loi de programmation militaire qui a été votée l'an dernier, qui est une loi qu'on n'a jamais connue, avec plus de 400 milliards d'euros sur la période 2024-2030, nous donne les moyens d'accompagner nos soldats en leur donnant les moyens correspondant aux missions qui leur sont assignées. Et donc en effet, nous, c'est notre mission côté Agence de l'innovation, en permanence d'être capable de leur apporter ce qui leur permettra de faire la différence, de garder la supériorité. Et c'est des travaux qui s'inscrivent à la fois dans le temps long et à la fois dans des boucles courtes. Et c'est bien ça tout le défi, c'est d'être capable à la fois de maîtriser des technologies qui nécessitent 5, 10, 15, 20 ans à monter en maturité pour être disponibles. On peut prendre l'exemple des missiles hypervéloces sur lesquels les travaux ont commencé au début des années 2000, les technologies du quantique sur lesquelles les travaux ont commencé au début des années 2000 pour arriver à des premiers équipements livrés aujourd'hui. Et puis, en même temps, il faut être capable de s'adapter à une menace, et le territoire ukrainien, le théâtre ukrainien en est vraiment la parfaite illustration, une menace qui évolue à un tempo qui est le tempo de la semaine ou de quelques mois. Si vous regardez les usages des drones sur le territoire ukrainien, les drones qui sont utilisés évoluent à un rythme de, on va dire, 3 mois. Et donc, il faut qu'on soit capable de s'adapter à ce rythme-là. Et donc, se préparer pour nous, c'est pas uniquement une question de masse sur nos soldats, mais c'est également une question d'entretenir l'agilité de notre base industrielle pour qu'on soit capable de réagir, pour qu'on soit capable de monter les cadences de production. On a parlé d'économie de guerre, par exemple, depuis 2 ans maintenant. Être capable donc d'être adapté et être capable de réfléchir à l'environnement dont on a besoin, parce que je le disais, c'est pas une question uniquement de nombre de soldats, c'est une question de moyens, mais c'est une question également d'environnement qui nous permet d'accélérer au bon moment. Les réglementations pour expérimenter, pour mettre en service, pour acheter, c'est tout ça qu'il faut adapter pour être capable de réagir avec le bon tempo. Enfin, on a quand même déjà un problème de sous-dimensionnement, je pense qu'on peut le dire quand même général, une armée bonsaï, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'expression. Ah si.
Ah, vous êtes d'accord alors? Mais si, je suis d'accord, parce que ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Et on a maintenant en plus, qui s'ajoute à cela, des incertitudes politiques, des économies à venir au niveau du budget de l'État estimées à 60 milliards par certains. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Ça veut dire que le budget de la défense va peut-être, malgré cette loi de programmation militaire mirobolante et appréciée de toutes les armées, il y aura peut-être un impact. 2 points historiques. En l'an 2000, en gros, quand j'étais à l'état-major de l'armée de terre, un conseiller du ministre de l'époque de la Défense, à gauche, nous avait déjà prédit une armée de terre à 60 000 hommes. Donc vous voyez, ça fait depuis très longtemps qu'on voulait déstructurer l'armée française, premier temps. Deuxième temps, pour revenir à la loi de programmation militaire qu'on vient d'évoquer, votée en août 2023, qui a voté contre pour revenir aux interrogations politiques 87 LFI et apparentés. Tous les autres ont voté pour ou abstenu. C'est-à-dire que l'extrême gauche, si elle vient au pouvoir aujourd'hui avec LFI, nous savons qu'il y aura une menace sur le budget de la défense. Et donc, je réponds à votre question en termes de budget. Oui, il y a une menace. Et puis, à chaque fois, c'est la même chose. Ça fait des années que dès qu'il y a des restrictions budgétaires, sur qui ça tombe? Sur les armées. Et ça tombe sur qui? Pas uniquement sur les soldats, mais sur le matériel qu'on doit acheter. Or, le matériel qu'on doit acheter, aujourd'hui, est en grande partie nécessaire, puisque si on nous envoie en Roumanie, en particulier face à l'Est, on ne va pas y aller avec des véhicules d'il y a 50 ans. Donc, il faut maintenir l'effort de défense dans ce sens-là. Donc, évidemment, il y a un risque. Et puis, pour revenir à l'armée bonsaï, l'armée bonsaï, je ne le prendrais pas du mauvais côté. Ce que disait Jean-Dominique Merchet, et je ne pense pas comme ça qu'il l'exprime d'ailleurs, l'armée bonsaï, c'est que nos chefs d'état-major ont fait tout ce qu'il fallait pour garder une capacité d'agir complètement, c'est-à-dire dans tous les domaines, avec peu de moyens, mais le faire, garder les compétences. Ouais. Un exemple, l'armée belge a abandonné les blindés, elle a abandonné l'artillerie, en se disant, ce sont nos alliés qui vont fournir nos blindés et notre artillerie. La France a fait ce choix de dire, pas nos chefs d'état-major, d'accord, on n'aura pas tout, on n'aura peut-être qu'un régiment de ceci, mais on va le préserver. Mais ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas de guerre. Maintenant, il y a la guerre. Il faut se réarmer, se rééquiper, et je dirais même plus, même si ce n'est pas affiché, remettre des soldats. Et les soldats, 77 000 hommes, ça ne veut pas dire 77 000 de l'armée de terre qui se battent. Ça veut dire, en gros, comme l'a dit d'ailleurs l'annonce du reportage, c'est 15 000 hommes, si tout va bien, qu'il faut recompléter au bout d'un moment. Et puis aujourd'hui, quelle est l'ambition du chef d'état-major de l'armée de terre? C'est une division blindée à 20 000 hommes d'ici 2030. D'ici 2030, capable d'être déployé en 30 jours. Voilà ce qu'on est capable de se faire, de se projeter, mais avec une idée derrière, c'est qu'on n'ira pas tout seul et que tous nos alliés de l'Union européenne ou de l'OTAN participeront à une force coalisée à condition que tout le monde ait envie de se battre et a aussi acquis tous les équipements nécessaires, ce qui est un autre sujet. Oui, il faut des candidats aussi pour entrer dans cette armée. Alors, il y en a eu pour protéger la France pendant ces Jeux Olympiques. Il y a eu des recrutements d'ailleurs à cette occasion-là. L'armée espère bien qu'ils choisiront ensuite de rester plutôt que de rejoindre la vie civile. Ils ont eu droit à une formation militaire accélérée. Regardez ces images commentées par Audrey Borda. Tu es prêt ? Ouais. Maintenant. Intégrer l'armée le temps d'un été. Le 35e régiment d'infanterie teste une nouvelle méthode de recrutement à destination des 18-26 ans. Enrôlés pour 4 mois, une centaine de jeunes venant de toute la France finalisent une formation d'1 mois, ici, à Belfort, avant de rejoindre la capitale. Un engagement de courte durée qui semble convenir aux jeunes recrues. C'est un processus de recrutement que je trouve novateur parce que, étant donné qu'il n'y a plus le service militaire aujourd'hui, ça permet aux jeunes, enfin moi je suis un petit peu moins jeune, mais aux jeunes de s'engager, d'avoir une première vision de l'armée. L'armée essaye ainsi de séduire avec une nouvelle forme de service militaire. Payer 780 € net par mois, des avantages en nature et 10 jours de permission. Une formation courte mais intensive dont l'objectif est clair. Découvrir la vie d'une unité et de pouvoir employer ces jeunes directement d'une manière opérationnelle sur le théâtre national. Les volontaires pourront ainsi défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet, puis participer à la sécurisation des cérémonies officielles et des sites militaires durant les Jeux. À l'issue des 4 mois, les volontaires pourront retourner dans la vie civile ou intégrer l'armée. Un espoir pour la défense qui souhaite combler un déficit de recrutement dans un contexte géopolitique tendu, notamment en Ukraine. Les JO lui offrent donc une possibilité de susciter des vocations. Ça vous a plu ? Oui, sergent ! C'est fantastique. Et pas seulement le temps d'un été. Oui, c'est décrit.
Bon, alors à 780 € par mois, c'est vrai que c'est vraiment une vocation. Bon, évidemment, on gagne plus quand on est engagé dans l'armée de terre. Général, le problème, c'est que même si ceux-là choisissent de rester, au global, il n'y aura pas plus d'hommes dans l'armée. C'est pas prévu. On reste à 77 000. Les postes budgétaires sont comptés, donc nous perdons, entre guillemets, environ 15 000 personnes par an en raison des départs, que ce soit d'abord pour la retraite, mais aussi parce que nos soldats, dans l'armée de terre par exemple, on espère les garder 8 ans après les avoir engagés, et ils partent au bout de 6, parce que quand on regarde les conditions, moi je vais faire un petit aparté quand même. Quand vous voyez les gens qui se sont mis en grève pour les Jeux Olympiques, qui ont touché entre 50 et 90 € de dédommagement par jour. Nos soldats, aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques, doivent toucher 18,50 € par jour, et ce ne sera pas 8 heures par jour. Ça sera même pour Sentinelle 16 heures par jour. Il y a 18 000 militaires mobilisés pour ces JO, on le rappelle. Oui. Mais vous croyez que leur condition militaire a été améliorée? Je ne le crois pas à ma connaissance. On fait ce qu'on peut avec nos moyens. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas dans l'armée pour gagner de l'argent. En revanche, je dirais la condition militaire doit être respectée. Oui. Et quand on voit la différence, la disparité dans notre société aujourd'hui par rapport à ceux qui servent largement plus que les heures prévues, qui touchent très peu par rapport à d'autres qui en font peut-être pas autant et qui réclament en permanence, mettez-vous à la place d'un certain nombre de jeunes, quand ils voient ça, ils disent attendez, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi m'enquiquiner pour toucher ça, pour être corvéable à merci pendant des heures et des heures, même si j'y crois, et à un moment donné, on dira je vais faire autre chose, c'est normal. Il y a un problème d'attractivité aujourd'hui des métiers de l'armée, général au fort? Alors, je vais dire très clairement que ça va dépendre des métiers. Typiquement, moi, les personnels qui constituent mon entité, c'est plutôt des profils d'ingénieurs, plus quelques profils atypiques comme des designers, des entrepreneurs, des investisseurs. Donc là, j'ai pas tout à fait le même problème d'attractivité. J'ai plus un problème de fidélisation. En fait, nos métiers et les sujets d'intérêt et les sujets que l'on traite vraiment attirent. Et donc, on arrive à recruter. Le problème, pour nous, après, c'est de les garder. Et il faut qu'on accepte de changer un peu notre modèle et d'accepter qu'ils partent et qu'on sache en refaire revenir certains un peu plus tard avec une expérience. Après, il y a un problème de flux, comme l'a dit le général Chauvency, entre les départs à la retraite et les départs classiques. L'armée doit faire face à un gros flux de recrutement annuel et ça, c'est un défi. Et c'est un défi notamment parce que tout le monde recrute, le monde civil recrute énormément, donc on a une concurrence. On ne propose pas les mêmes salaires et donc il faut qu'on puisse faire l'attractivité grâce à autre chose et qui est l'intérêt et le sens de l'État que peuvent avoir certains. Donc oui, c'est un combat. Maintenant, ce combat, on le gagnera en faisant savoir ce qu'on fait et en faisant savoir l'intérêt de nos métiers et puis en sachant que justement, venir faire une partie de son parcours chez nous, c'est aussi enrichir considérablement un CV et savoir le valoriser derrière.